Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur Cap FM. Auditrices, auditeurs de Cap FM, bonsoir à toutes et à tous. Le panafricanisme, le mot est sur plusieurs lèvres des Africains. L'utilisation du mot panafricanisme, oui. Mais au-delà, c'est un engagement qui prend en compte la destinée des populations de tout un continent. Et bien sûr, le panafricanisme est au cœur d'une réflexion de Franck Kenevo. Franck Kenevo est expert en communication et en gouvernance locale. Il nous parle de manifeste pour un panafricanisme inclusif et productif en lançant un appel aux dirigeants africains. C'est pour en savoir davantage que nous recevons dans Questions actuelles de ce jour. Donc, l'homme qui a fait cette réflexion, c'est Franck Kenevo. Cette émission est mise en onde par Serge Yvon Kenha, à la technique Fatih Waroyon, réalisation et animation Lucien Dossou. Questions actuelles, c'est sur www.capfm.com. Mesdames, Messieurs, de nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Franck Kenevo, bonsoir et bienvenue dans votre studio, c'est ce que je vais dire, parce que c'est chez vous ici, vous êtes un poulain de feu Jérôme Carlos, nous sommes dans le studio Thomas et Prasset Boya, vous êtes familier à tous ces mentors de la pensée positive, et une fois encore, bienvenue chez vous. Merci beaucoup, merci chers confrères, merci pour l'invitation, et je salue chaleureusement tous les auditeurs et toutes les auditrices de Cap FM. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici dans ma maison, cette maison qui m'a aidé alors que j'étais au début de ma carrière dans la presse, et donc ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi un être humain que Dieu a utilisé en son temps, le feu Jérôme Carlos, dont je salue respectueusement la mémoire. Vous avez évoqué ce nom avec beaucoup de peine. Hier, de son vivant, quand vous parlez de lui, il est à l'écoute, vous avez le sourire, mais cette fois-ci, je vous ai vu même prendre vos lèvres dans la bouche. Je suis sûr, l'émotion est au rendez-vous. Oui, en parlant de cet homme, il est vivant, il reste encore vivant et éternel. Tout à fait, tout à fait. C'est mon premier passage après son décès ici. Donc, je suis un peu ému et respectueux de ce qu'il a pu faire comme contribution à l'humanité. Voilà, merci une fois encore à vous, Franck Kenevo. Manifeste pour un panafricanisme inclusif et productif. C'est de cela d'ailleurs que vous parlez à travers une réflexion. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez lancé un appel aux dirigeants africains. Quand on parle de panafricanisme, que comprendre? Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, le terme est de plus en plus galvaudé, j'ai l'impression. Oui, je pense que chacun cherche à donner son contenu au panafricanisme. Il y a des faits d'âme isolés qu'on qualifie de panafricanisme, mais je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes africains, nous sommes interpellés. C'est comme si vous allez quelque part où la personne est entourée d'or, de pierres précieuses, mais que cette personne n'arrive pas à se nourrir, à se vêtir, et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Et donc moi, je pense que ce qui m'a orienté vraiment vers le panafricanisme, c'est au niveau de mes voyages à l'étranger, où je rencontre les gens qui disent d'énormité sur l'Afrique. Est-ce que les gens dorment dans les arbres? Est-ce que les gens ont des maisons? Est-ce que le regard sur l'Afrique est tellement déshumanisant que à un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné tant de richesses si nous devrions continuer par être la risée du monde entier? Et donc, pour moi, le panafricanisme, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit respectée. Mais pour que l'Afrique soit respectée à l'échelle mondiale, il faudrait d'abord que les Africains
prennent le contrôle intégral du continent. Et aujourd'hui, nous l'avons appris quand on était au collège, l'Afrique souffre d'un néocolonialisme, de la détérioration, du déséquilibre, de l'iniquité des thèmes d'échange entre par rapport à ces matières premières et à ces productions agricoles. Donc aujourd'hui, il faut appuyer sur les leviers pour que cette autodétermination des pays africains soit une réalité totale et que sur le marché, lorsque vous vendez du coton, comme c'est le cas du Bénin, et que votre kilogramme de coton est acheté peut-être à 600 ou 700 francs, et que la moitié de ce kilogramme vous revient à 50 000, 100 000, 200 000 en costume, il faut qu'on se pose des questions. Parce que justement, la plus-value d'un produit qu'on a acheté à 600, 700 francs le kilogramme et que vous revendez à des centaines de milliers de francs, qu'est-ce que vous avez apporté comme plus-value pour que ça coûte autant? Ça appelle à deux choses. Premièrement, ça veut dire que vous achetez les matières premières moins chères. Et deuxièmement, ça veut dire que ceux qui vendent la matière première brute doivent aussi travailler à transformer cette matière première. Et donc aujourd'hui, toute la problématique du développement de l'Afrique, un continent qui est nanti des richesses du sous-sol et des richesses du sol, parce que nous avons, moi je mange papaye en France, ça n'a pas de goût. On dit que ça vient d'Espagne. Je prends avocat. D'abord, quand tu vois ce qu'on appelle avocat dans ces pays, c'est petit. Et puis, la peau n'est pas lisse comme l'avocat que nous avons ici. C'est du petit grumeau qui a des... Donc, nous avons un continent où il y a des richesses du sous-sol, mais la terre est fertile avec une diversité de production que d'autres appellent matière première, parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao, mais vous verrez que quand vous prenez votre barre de chocolat de 100 grammes, vous payez ça peut-être à 200 et à 2000 francs CFA. Mais 100 grammes de chocolat, vous n'avez pas 100 grammes de cacao dedans. Vous avez peut-être pour les meilleurs 70% de cacao. Donc, il faut que l'Afrique réfléchisse et que cette élite qui empêche l'Afrique d'emprunter des sentiers d'innovation, des sentiers d'avenir, qu'on puisse quand même retourner cette élite à ses responsabilités. On a commencé par parler de panafricanisme, c'est bien sûr avec Kwame Nkrumah, oui. Et bien sûr, bien avant Kwame Nkrumah, la négritude a fait son chemin avec Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Damas Gontran, pour ne citer que ceux-là. Et à la suite, Wole Soyinka est venu avec sa tigritude. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois notions-là? Eh bien, panafricanisme, négritude, tigritude, et pour aller à une révolution d'autosuffisance et bien, j'allais dire, une révolution qui permet aux populations de s'affirmer. Alors, je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est que l'Afrique s'affirme véritablement comme une entité autodéterminée par les Africains, dirigée pleinement par les Africains. Ici, ce sont les Africains, c'est une affaire de continent. De continent. C'est pas la couleur, c'est simplement. Non, c'est en Afrique, il y a des Blancs, comme on l'a étudié. Je me souviens de mon professeur d'histoire et de géographie, Monsieur Edgar Okikizusu, qui nous expliquait qu'en Afrique, il y a des Blancs. Tout à fait. Au Niger, les Peuls, etc., il y a des Blancs. En Afrique, il y a des Noirs. Au Maroc. Il y a et en Afrique du Nord aussi. Donc, l'idée, c'est que, véritablement, il faut rentrer dans une autre dimension pour que
l'Afrique, véritablement, nous avons des puissances en Afrique. Le Nigeria est une puissance, l'Afrique du Sud est une puissance. Même si on parle moins de la République démocratique du Congo, c'est des pays qui ont un potentiel qui les prédispose à être des puissances économiques. Parce que, comme je l'ai dit dans ma petite réflexion, c'est que tout dépend de la force économique. Le monde d'aujourd'hui ne vous accorde de crédit que si vous affirmez votre puissance économique. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui, de l'Union africaine à toutes les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et autres, doivent mener des réflexions pour que nous puissions véritablement aller dans le sens où on peut prendre des exemples. L'union politique. Parce que, vous voyez, quand vous avez une minorité dans un pays, cette minorité-là fait bloc et défend ses intérêts. L'Afrique aujourd'hui est mise en minorité de manière anormale et inhumaine. Il faut que les Africains s'organisent. Moi, je dis quelque chose. Être anti-français, anti-américain, anti-chinois, c'est une aberration. L'Afrique n'a aucun problème avec le peuple français, le peuple américain, le peuple chinois, mais nous avons de problèmes avec un ordre mondial qui est unique envers l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment, je pense qu'il faut discuter clairement entre Africains, et le moyen le plus simple, c'est de commencer par des entités sous-régionales. Nous avons 5 sous-régions en Afrique. Il faut déjà que, à ce niveau-là, et je me permets de commencer par l'Afrique de l'Ouest où nous vivons. Nous avons un défi extraordinaire, c'est de dire que en Afrique de l'Ouest, regardez les problèmes monétaires au Nigeria, les problèmes monétaires au Ghana, et regardez les pays de l'UEMOA, où il y a une stabilité monétaire. Pourquoi? Parce que le franc CFA est dénigré aujourd'hui, non pas à cause de sa crédibilité ou de ses performances. Non, le franc CFA est discrédité, attaqué, décrié, simplement parce que c'est un héritage colonial. Et le pays qui nous a donné cet héritage n'utilise même plus le franc. Donc, il y a ce premier élément. Deuxième élément, c'est vrai, étant un héritage colonial, le franc CFA a des liens privilégiés avec la France. Et je me rappelle, en 2021 ou en 2022, le président Talon a dit clairement dans une interview à la télévision que ce privilège-là, on devrait y mettre fin. Et donc, les réserves du franc CFA peuvent être déposées en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc. Mais ce n'est pas concrétisé. La France a fait un pas aussi en votant des lois lui permettant de se retirer de certaines instances du franc CFA. Mais il faut aller loin. Lorsque les opinions publiques sont formelles sur un sujet, les dirigeants n'ont pas d'autre choix que d'aller dans ce sens. Alors, vous parlez des dirigeants, mais il faut qu'ils soient soudés. Aujourd'hui, sur le continent africain, c'est un problème de leadership qui se pose. Et dans chaque région, on veut s'affirmer. La CEDEAO, vous savez ce qui se passe avec elle. On a créé l'AES, il y a d'autres structures comme ça. Comment on peut réussir un panafricanisme inclusif, dites-vous, et productif? Alors, le premier point de ralliement, c'est l'intérêt de nos pays et l'intérêt de l'Afrique. Moi, je pleure quand je vois la situation entre le Bénin et le Niger. Les gens ont réussi à mettre dans la tête de l'opinion publique nationale et internationale que c'est le Bénin qui dépend du Niger. Mais c'est le contraire. C'est le Niger qui dépend du Bénin. Vous savez,
par rapport à l'oléoduc, à ce que ça rapporte aux deux pays, c'est différent. Mais l'utilisation du port de Cotonou, je le dis et je le répète, c'est le Niger qui est perdant. Parce qu'il y a des accords qui font que quand les produits du Niger, les produits en transit passent par le port de Cotonou, ils payent pas grand-chose. Le Béninois qui fait passer sa marchandise en consommation au Bénin par le port de Cotonou paye plusieurs fois plus de taxes et de dédouanement qu'un produit du Niger. Parce que, je me rappelle même, on est allé jusqu'à supprimer pour ces produits-là, tout ce qui est lié à la taxe de voirie et autres là. Et la ville de Cotonou, en son temps, avait émis des plaidoyers envers l'État central pour que l'État puisse faire une compensation à la perte de cette taxe-là. Le port de Cotonou, c'est un instrument de coopération et de solidarité entre le Bénin et le Niger. Et que les Nigériens pensent que c'est le port de Cotonou qui profite du Niger, moi j'ai été scandalisé. Pour juste punir le Bénin, parce que le chef de l'État du Bénin a été en première ligne avec le Nigeria par rapport à cette question de déployer une force militaire pour rétablir Bazoum, ce qui n'a pas été fait. On veut punir le Bénin et je trouve que c'est contraire à l'esprit du panafricanisme parce que, regardez, Malanville, prenez le marché de Malanville. Qui vient s'approvisionner le plus dans le marché de Malanville? C'est les populations du Niger. Donc, la coopération entre les deux pays profite aux deux pays, mais c'est le Niger qui a le plus besoin de cette coopération, raison pour laquelle le Niger est aujourd'hui obligé de passer par le Togo, qui est plus compliqué parce que n'ayant pas de frontières, et la portion Togo-Burkina pour aller au Niger n'est pas sécurisée. Donc, tout ça là, pour des problèmes de personnes, et c'est là où votre question a tout son sens, que les dirigeants du Niger qui défendent des pans du panafricanisme que nous partageons, mais que ces dirigeants-là voient la souffrance de leur peuple. Parce que un État, un peuple, un pays comme le Bénin a le Nigeria à côté, a des opportunités, et le gouvernement travaille à ce que le potentiel, c'est-à-dire le Bénin et le Niger ne sont pas en concurrence. Le Bénin et le Niger doivent être complémentaires. Là où le Bénin peut accompagner le Niger, il faudrait véritablement que les deux dirigeants puissent parler dans l'intérêt des deux peuples. D'abord, parce qu'on n'est pas dirigeant pour ses égos personnels, et donc mais on est dirigeant pour les intérêts de son pays. C'est le sens de votre panafricanisme inclusif. Inclusif. On ne peut pas c'est-à-dire l'idéal du panafricanisme que moi je conçois, c'est qu'il y aura même plus de guerre entre les pays africains. Parce que si vous êtes combattu de l'extérieur et que vous vous combattez à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est du pain béni pour ceux qui veulent vous maintenir dans la dépendance. Donc je pense que fondamentalement, il faudrait que l'Union africaine, la CEDEAO, même si vous en parliez tout à l'heure, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a été créée. Moi, je ne trouve pas impossible une collaboration entre l'AES et la CEDEAO. Et je dis dans ma réflexion que d'ici 2031, on peut assister à des alternances au sommet de ces États-là, permettant de ramener tout le monde dans le même creuset pour qu'on puisse travailler ensemble. Et la question de la monnaie est une question essentielle qu'il faut accélérer. Deuxièmement, la démocratie. Pourquoi la démocratie? Parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble sans des règles. Et aujourd'hui, faire un coup d'État par-ci, par-là, faire des coups de force, ça ne facilite pas le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui,
on a beau dire que la démocratie est une mauvaise chose, mais inventez-nous alors un modèle de gouvernance meilleur. S'il n'y en a pas, et que l'aspiration doit être vers ce qui est meilleur, donc travaillons sur cette démocratie-là. Ayons des règles. La CEDEAO a pris des mesures exagérées et contestables qui ont amené ces 3 pays-là à se retirer de la CEDEAO. Mais il revient à la CEDEAO de travailler à ce que ces pays-là reviennent ou que la coopération soit de telle sorte que le meilleur gagne. Si la CEDEAO, forte de ses 12 États membres et de son ancienneté, de ses potentialités, nous offre la meilleure communauté, la meilleure union politique, économique, mais les autres vont venir. Donc, je trouve à travers la création de l'AES un mécanisme de saine émulation où on va laisser les querelles de personnes et travailler ensemble. On pourrait dire que ça fragilise davantage le panafricanisme. Oui, ça fragilise. Et c'est ce que les adversaires de l'Afrique recherchent. Que nous soyons divisés, que nous soyons confrontés à des terrorismes, à des guerres conventionnelles ou des guerres asymétriques pour que nous n'ayons pas le temps d'impulser le développement de notre continent. Et ça, il faut le comprendre. Et que moi, je n'ai pas toutes les informations sur cet intégrisme, cet extrémisme violent qui sévit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au nord du Togo. Il faudrait que ces 5 pays puissent travailler ensemble à endiguer ce phénomène-là. Il y a d'autres problèmes. Et là, il faut tuer son égocentrisme. Oui, il faut. Et l'égocentrisme au niveau des dirigeants. C'est ce qu'on pourrait dire. Le président de la République l'a dit. On a besoin, ou je crois que c'est le porte-parole ou le président de la République, mais j'ai cru entendre que le Bénin aurait engrangé plus de victoires s'il y avait une collaboration avec les forces armées du Burkina Faso, par exemple. Et donc, si le Bénin est vulnérable, ça doit être ressenti au Burkina Faso comme si le Burkina Faso était vulnérable. Et vice-versa, on est un peuple. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à ces extrémités pour des problèmes d'ego. Les dirigeants du Niger et du Burkina Faso ont expliqué qu'il y a des forces françaises qui veulent les déstabiliser, mais à dire vrai, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, aucun chef d'État béninois ne peut faire du Bénin une base arrière pour attaquer ni le Niger ni le Burkina Faso. Je suis convaincu que c'est pas vrai et tout ce qui a été dit, moi ça ne me convainc pas. Que les Nigériens ouvrent leurs frontières et que un déploiement français les attaque et vous verrez que c'est tous les Béninois qui vont défendre le Niger. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va défendre le Niger. Donc pour moi, il faut que la coopération. Regardez la vulnérabilité économique et financière de ces peuples dont on parle. Et on les empêche, on leur retire leur meilleur instrument de survie et de coopération. Au même moment, la diplomatie est au beau-fils. Les 2 pays ont d'ambassadeurs. Oui, mais c'est l'hypocrisie à l'africaine. Parce que les présidents Boni Yayi et Dieudonné Soglo sont allés, dans l'ordre protocolaire, on doit dire les présidents Dieudonné Soglo et Boni Yayi sont allés au Niger. Parce qu'en diplomatie, c'est ce que les Européens ont fait avec Vladimir Poutine et Donald Trump est en train de corriger. Vous ne pouvez pas humilier un dirigeant parce qu'il représente un peuple. Vous ne pouvez pas chercher à mettre à genoux un chef d'État. Donc lorsque les présidents Soglo et Yayi sont allés au Niger, le
président du Niger doit lire à travers cela une main tendue du Bénin. Il s'est passé des choses que seule la conjoncture de l'époque pouvait expliquer, mais tous les citoyens savaient au Bénin. En tout cas, moi j'étais au Bénin, nous sommes tous au Bénin ici, du nord au sud, on savait que la CEDEAO n'allait jamais envoyer des troupes pour rétablir Bazoum qui était prisonnier à la présidence de la République. Mais comment on peut rétablir quelqu'un qui est aux mains des putschistes? Si au moins Bazoum, le président Bazoum, était en exil, on peut comprendre. Mais il est à Niamey, aux mains, emprisonné par ceux qui ont fait le coup d'État et qui sont au pouvoir. Alors, comment, théoriquement, pratiquement, dans les faits, comment on peut le rétablir? Donc, je pense que les déclarations du président Talon ont choqué, ont apeuré, ont choqué la junte au pouvoir à Niamey, mais il y a un temps pour ces bruits, mais il y a aussi un temps où le chef de l'État a été le premier à dire qu'il faut changer de paradigme, il faut changer d'approche, parce que justement, ces autorités de Niamey ont consolidé leur pouvoir et qu'il faut travailler avec ces autorités-là. Donc, je pense que cette affaire doit être clôturée et que avant 3 mois, 4 mois, qu'on puisse rouvrir les frontières et que les deux pays puissent travailler ensemble. Voilà. Alors, pourquoi dites-vous que les intérêts de l'Afrique, berceau de l'humanité, sont les moins préservés dans le monde? Alors, vous voyez, nous sommes un grand continent, mais nous n'avons même pas une place au niveau du Conseil de sécurité comme membre permanent. Et ça fait une dizaine d'années que ce débat-là accourt. Moi, j'ai participé à des assemblées générales de l'ONU où ces questions-là ont été évoquées et depuis, rien ne bouge. Parce que justement, les Africains, les dirigeants africains, l'Union africaine n'a pas su faire le lobbying. Pourquoi ne pas quitter alors les Nations Unies, menacer de quitter les Nations Unies? Si on ne peut pas 1 milliard et quelques de personnes, nous ne sommes pas représentés. L'Europe, vous avez la France, vous avez les Britanniques, vous avez les Russes, qui sont quand même au Conseil de sécurité. Donc pour vous, c'est un échec pour le continent. C'est un échec. Mais c'est anormal. Le monde, les Nations Unies même doivent prendre ça comme un échec. Parce que vous avez des droits de veto. Vous êtes 5 à avoir des droits de veto au nom de l'humanité. La Chine, on comprend. Les États-Unis, on comprend. Mais l'Europe, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, on peut comprendre si et seulement si l'Afrique est représentée. Et donc, je pense que c'est des questions qu'il faut régler avec fermeté. Vous pensez que si l'Afrique était représentée comme membre permanent du Conseil de sécurité, on aurait autorisé l'intervention en Libye qui a déstabilisé tout le Sahara, le Sahel, juste... Et qui continue de fragiliser le continent aujourd'hui. Donc, la guerre en Irak, c'est des choses qui, aujourd'hui, c'est vrai que le cas de l'Irak est différent parce qu'il n'y avait pas, pour la deuxième guerre en Irak, il n'y avait pas vraiment un mandat des Nations Unies. Mais en Libye, il y avait eu un mandat des Nations Unies. Et donc, si l'Afrique avait un droit de veto, l'affaire serait réglée. Je me rappelle des chefs d'État africains, dont le Sud-Africain et le Sénégalais Abdoulaye Wade, sont allés en Libye et ont dit qu'ils vont offrir leur corps comme bouclier pour empêcher cette intervention. Des leaders africains se sont opposés. Toute l'Afrique s'est opposée à cette guerre en Libye, mais elle a été déclenchée
avec l'aval des Nations Unies. Donc, c'est des questions qui montrent aujourd'hui que si l'Afrique n'est pas membre du Conseil de sécurité, il vaut mieux que tous les pays africains menacent de quitter cette organisation et de créer leur organisation. C'est la même chose pour le tribunal pénal international, où on humilie des anciens chefs d'État. Il y a que des chefs d'État africains qui sont traînés devant cette juridiction. On peut faire ça en Afrique. Surtout que la sociologie politique de l'Afrique diffère par rapport aux anciens dirigeants. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, et les intérêts de l'Afrique sont bafoués sur le plan économique. Alors, 2024-2025, bien, pour vous, est une nouvelle étape dans l'autodétermination. Comment? Oui, vous savez, j'ai vu le président Tshisekedi de la République du Congo, démocratique du Congo, faire des remontrances au chef de l'État français, face à face en direct. Vous pensez que il y a quelques années, c'était possible que le général Assimi Goïta du Mali, qui a été le premier chef d'État à avoir dit « Nous, on dénonce les accords post-coloniaux, les accords militaires, les accords de défense, on dénonce ça, il faut les relire. » Et parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont dit à la France de retirer son armée. Vous pensez que c'était faisable il y a quelques années? Non, il faut reconnaître à Assimi Goïta ce leadership d'avoir montré que les chefs d'État africains peuvent se libérer de tout ce qui est carcan des anciennes puissances coloniales. On dit bien anciennes puissances coloniales. Donc on ne doit pas dire, ce n'est pas des puissances actuelles, puissances coloniales actuelles. Et l'Afrique doit déclarer la colonisation comme je veux dire un mot qui me semble un peu trop fort, crime contre l'humanité, mais il faut trouver une résolution pour condamner tout ça. Et dans votre réflexion, vous dites aussi que le temps de l'Afrique se dessine. C'est un optimisme? Non, c'est pas. Vous voyez, il y a aujourd'hui au plan mondial, disons, un nouvel ordre qui se profile, où l'unilatéralisme du bloc occidental qui a dominé le monde commence pas à s'effriter. On a vu que les États Brésil, Russie, Inde, Corée du Sud et un autre pays, Afrique du Sud, South Africa, ces pays-là ont commencé par proposer un nouvel ordre mondial. Et donc, c'est une opportunité pour l'Afrique de se dire, si l'unilatéralisme mondial a commencé par s'effriter, mais c'est le bon moment pour que l'Afrique aussi se positionne et s'affirme comme une puissance incontournable. Vous savez, il y a des industries mondiales, il y a des technologies qui ne peuvent pas marcher si ces entreprises ne viennent pas puiser les matières premières en Afrique. En quoi consiste la stratégie d'industrialisation et de transfert de technologie vers l'Afrique dont vous parlez? C'est-à-dire, je pense que l'Afrique constitue un marché important, un marché de consommateurs important, et sur certains produits dont les technologies ne sont pas disponibles en Afrique, on peut imaginer que l'ensemble des pays, soit par sous-région, soit à l'échelle du continent, se regroupent. Je vous donne un exemple. Les feux tricolores, vous allez dans tous les pays, on en commande. Je connais un peu l'expérience du Bénin, où il y a des feux tricolores qui ne marchent pas bien, etc. Donc l'Afrique peut fixer des normes de qualité
en matière de feuilles tricolores pour dire, nous, par exemple, nous sommes capables à l'échelle de l'Afrique d'acheter chaque année tel million de feuilles tricolores. Et que nous passons un appel d'offres, ou gré à gré, je sais pas, mais l'entreprise qui va accepter de produire ces feuilles tricolores-là aux normes de qualité que nous demandons et qui va implanter 2, 3, 4, 5 usines dans des pays africains, utiliser la main-d'œuvre africaine et au bout de 5, 7, 10 ans, on va acheter exclusivement cette entreprise et cette entreprise en retour va faire un transfert de technologie aux pays africains pour que au bout des 7 ans, l'Afrique soit capable de produire elle-même cette production. Ça fait que non seulement nous allons créer de l'emploi, ça fait que nous allons avoir rapidement, c'est-à-dire pendant qu'on achète chaque franc qu'on utilise pour acheter de ce produit-là, il y a une contribution à l'emploi local au niveau des pays, mais il y a aussi un prix qu'on paye pour le transfert de technologie. Donc l'Afrique pourra se réindustrialiser très vite parce que justement, pourquoi les États-Unis aujourd'hui imposent des droits de douane? C'est vrai que la stratégie de Trump, ce n'est ni contre l'Afrique ni contre l'Europe, mais c'est contre la Chine. Mais c'est révélateur de ce que les investissements sont nécessaires pour développer un pays. Donc, les États-Unis aujourd'hui voient que les emplois qui autrefois étaient créés aux États-Unis sont délocalisés vers l'Asie du Sud-Est, vers la Chine, etc. Donc, nous aussi, si vous voulez vendre les entreprises qui se bousculent, qui viennent corrompre certains dirigeants pour avoir des marchés facilement et vendre des camelotes, des produits qui ne sont pas de qualité, il faut mettre fin à cela. Et il faut que les pays, vous voyez les lampadaires solaires. Mais si une entreprise veut avoir le marché africain, ce qui va faire peut-être 4-5 fois par an son chiffre d'affaires actuel, mais on peut lui donner l'intégralité du marché africain à condition que cette entreprise produise dans des pays africains et que la production soit accompagnée d'un transfert de technologie. C'est ce que la Chine a eu à faire. En matière automobile aussi, la Chine aujourd'hui a cette technologie, cette capacité, un peu comme l'Afrique, parce que si la technologie est disponible en Afrique aujourd'hui, dans le domaine automobile, dans les technologies, etc., l'Afrique va être un concurrent sérieux parce que la main-d'œuvre est encore moins chère en Afrique. Et donc, cette réflexion, c'est de voir au niveau de la CEDEAO, de la COMESA, de la SADC, de la CEAC, de l'Union du Maghreb arabe, comment est-ce qu'on peut étudier la question et mettre des règles en place pour que si nous voulons commander des produits, pourquoi c'est en France, en Russie, en Chine et aux États-Unis que l'Afrique doit acheter des armes? Pourquoi est-ce que ces industries-là ne peuvent pas s'installer en Afrique et faire un transfert de technologie? Vous vouliez dire qu'il faut les obliger à s'installer en Afrique sur le continent? Sinon, personne n'achète. Tous les 54, nous sommes quand même 54 pays. Il y en a 196, 200 au plus au monde. Mais ça veut dire que nous dépassons les 25% en termes de pays au monde. Donc, nous pesons aux Nations Unies, dans le Conseil des Nations, et en tant que marché, nous pesons aussi. Les climatiseurs, pourquoi ça doit venir d'Asie? Pourquoi toute la technologie, les postes téléviseurs, tout ça là? Il faut que l'Afrique réfléchisse à mettre en place les commandes
groupé, c'est une approche pour obliger les entreprises à concéder le transfert de technologies contre des marchés garantis sur 5 ans, 7 ans, pour que ces entreprises-là trouvent leur compte. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est certainement ce qui fait votre préoccupation à travers l'union politique qui reste pour vous un objectif à atteindre dans un contexte de démocratie et d'innovation économique. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire, si on est faible, la seule porte de sortie, c'est d'être unis. Si le Bénin ne peut pas, à lui seul, défier la communauté internationale et que nous avons 12 ou 15 pays de l'Afrique de l'Est qui parlent d'une même voix et qui prennent les mêmes décisions. Les mêmes décisions. Aux Nations Unies, il y a des candidats, l'Afrique vote en bloc, 54, c'est-à-dire si un pays où on doit voter pour un poste, si un candidat à l'Afrique, à l'Union africaine, c'est que ce candidat-là a 54 pays d'office. Donc, c'est des mécanismes que nous devons mettre en place. Et cela passe par des règles. Premièrement, il faut la démocratie. Il faut des règles claires. On appelle ça comme on veut. Deuxièmement, il faut que la gouvernance soit basée sur la décentralisation. Troisièmement, il faudrait véritablement que en matière économique et monétaire, nous ayons des points de convergence et que nous y travaillons. Et à partir de ce moment, on délègue des compétences à l'union politique. Ça peut être sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan économique, etc. Et que véritablement, on sente que l'Afrique parle. Mais au même moment, le continent est saucissonné. Oui, on peut surmonter ces régions linguistiques. Vous savez, aujourd'hui, il y a des technologies où moi, je lance un appel, je parle en français, mais mon interlocuteur entend en anglais. Donc, et ça, c'est le blanc qui est oui, c'est une technologie universelle. Dans cette affaire. Mais deuxièmement, on peut regarder en Afrique de l'Ouest. On peut dire qu'on choisit 3 langues. Je sais que en Afrique de l'Ouest, le Yoruba, c'est au Bénin, au Nigeria, au Togo, etc. Le Fulfulde qui est un peu partout. Mm-hmm. Donc, il y a le Haoussa qui le Haoussa aussi. Donc, par région, on peut retenir 2-3 langues. Et c'est une question de génération. Dans 10 ans, nos enfants, nos petits-enfants vont commencer par parler l'une de ces langues-là qui seront reconnues comme des langues africaines et aux Nations Unies, on parlera ces langues-là. Le Niger a quitté l'OIF et a décrété que le Haoussa, ils ont choisi un certain nombre de langues qui sont aujourd'hui des langues nationales. On peut en faire de même dans tous les pays, sans dire que on renonce au français. Moi, je pense que le panafricanisme ne doit pas être anti... Un isolationnisme. Non, non, il faut s'ouvrir. Mais en même temps, il faut se protéger. On a été fragilisé par l'histoire, on a été affaibli par des gens qui voulaient s'approprier les richesses du continent. Donc, il faut travailler à ce que l'Afrique puisse s'unir et que nous ayons des langues africaines qui émergent et qu'on parle aux Nations Unies. Voilà. Donc, je pense que ces choses-là, c'est juste une réflexion. Aucune personne n'a le monopole de cette vérité-là. C'est la réflexion collective qui nous permet d'aller et d'atteindre ces objectifs. Il faut des actions phares, dites-vous. Oui. Il faut d'abord que, vous savez, l'Afrique, ce n'est pas seulement les Noirs, mais c'est majoritairement les Noirs. Et moi, je propose 3 éléments. Premièrement, il faut un observatoire. La vie des Africains compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de discrimination contre les Africains. Il faut que l'observatoire puisse documenter de manière scientifique
et diffuser ces violations-là. Deuxièmement, il faut aussi, comme action phare, il faut que nous puissions avoir des chaînes de télévision, des chaînes de radio qui parlent aux Africains, mais qui parlent des Africains au monde. Ce n'est pas les autres qui vont présenter l'Afrique sous ses meilleurs jours. Non, ils feront pas ça. Donc, il faut que nous ayons des médias financés par les Africains qui produisent du contenu à l'échelle du continent, mais aussi à l'échelle internationale. Et il faut aussi que la solidarité africaine s'exprime. S'il y a des pays faibles qui ont du mal à avoir leurs infrastructures, il faut qu'il y ait une solidarité qui se mette en place pour que les routes qui relient ces pays-là au reste du continent soient tracées et qu'on puisse travailler aussi sur les questions de technologie. Je dis aussi qu'il faut une compagnie africaine dont la priorité devrait être de desservir d'abord les pays du continent. Parce qu'aujourd'hui, tu peux vouloir acheter un billet pour aller à Abidjan qui va coûter plus cher qu'un billet pour aller en France ou en Belgique. Ce n'est pas normal. Abidjan est à 1000 kilomètres de Cotonou. La France, la Belgique, c'est plus de 6000 kilomètres. Pourquoi un billet pour Abidjan va être plus cher? Je suis pas expert en transport aérien, mais je m'interroge à haute voix pour qu'on puisse mener la réflexion. Et nous avons quand même une diaspora africaine qui est très riche, la diaspora en Europe, aux États-Unis, qu'on peut mettre à contribution. Il y a aujourd'hui, tout le monde parle du prix Nobel, qui est en Suède. L'Académie Nobel est en Suède, et c'est avec ces genres d'initiatives que l'Occident contrôle le monde. Parce que si tu es un homme politique, tout le monde aspire à avoir le prix Nobel de la paix. Si tu es scientifique, tu veux avoir un prix Nobel, mais l'Afrique peut aussi avoir son prix. Donc, vous avez parlé de Kwame Nkrumah, nous on peut l'appeler prix Nkrumah. Et tout cela, il faut une volonté politique. Il faut une volonté. Il faut que l'Union africaine ne peut pas fonctionner comme l'Union européenne. Parce qu'on n'a pas les mêmes défis. Il faut que l'Union africaine puisse aller vraiment dans de nouveaux chantiers pour sortir l'Afrique de la situation. Nous sommes sur un continent où la guerre des personnes ne finit jamais. Oui, c'est parce que les étrangers nous instrumentalisent. Si nous prenons conscience que l'avenir de l'Afrique, c'est dans nos mains, c'est des dirigeants, on ne peut pas s'amuser avec. On va changer de paradigme. Votre mot de la fin. Non, je pense que il n'est pas normal. On doit tous se révolter, on doit tous s'indigner du fait que le continent potentiellement le plus riche soit le plus pauvre. Et à ce moment, on peut discuter. Moi, j'ai fait rien d'autre que les fruits de mes réflexions, et je suis convaincu que d'autres acteurs plus avisés que moi peuvent parfaire améliorer cela, et que nous puissions avoir au niveau de l'Union africaine et des organisations sous-régionales des décisions fermes pour que ça change en Afrique. Merci à vous, Franck Kenevor. Vous êtes bien sûr l'invité de cette émission Questions actuelles. Franck Kenevor, c'est un expert en communication et en gouvernance locale. Il est passé sur cette émission pour nous expliquer sa réflexion autour du manifeste pour un panafricanisme inclusif et productif à travers l'appel qu'il lance aux dirigeants africains. La mise en onde a été assurée par Serge Yvon Kenra et à la technique Fatih Ouaroyon, réalisation et animation Lucien Dossou. Agréable nuit à toutes et à tous, à vendredi prochain pour un autre numéro de Questions actuelles. En nouvelle diffusion, c'est ce dimanche à 7h55. Bye bye et à vendredi prochain. Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur 4FM.